Bonne écoute. Chapitre 2. N'ayez jamais une guerre de retard. La stratégie de la guérilla psychologique. En général, ce qui vous empêche d'avancer, c'est le poids du passé, des attachements inutiles, la répétition de formules éculées et le souvenir d'anciennes victoires et défaites. Vous devez faire consciemment la guerre au passé et vous obliger à réagir dans le présent. Soyez impitoyable avec vous-même. Pas question de répéter les mêmes méthodes. Vous devez, parfois, vous forcer à prendre une nouvelle direction, même si cela comporte un risque. Ce que vous perdrez en confort et en sécurité, vous le gagnerez en effet de surprise, avantage considérable pour la victoire. Battez-vous comme un maquisard, sans ligne de défense statique ni citadelles exposées. Tout doit être fluide et mobile. La guerre au passé. Personne n'a atteint le pouvoir aussi rapidement que Napoléon Bonaparte, 1769-1821. En 1793, ce capitaine de l'armée révolutionnaire française devint général de brigade. En 1796, il fut nommé à la tête de l'armée d'Italie contre les Autrichiens, qu'il écrasa cette même année, puis de nouveau 3 ans plus tard. Il fut premier consul en 1801 et empereur en 1804. En 1805, il infligea une cuisante défaite aux armées russes et autrichiennes lors de la bataille d'Austerlitz. Pour beaucoup, Napoléon était plus qu'un grand général. C'était un génie, un dieu de la guerre. Tout le monde, cependant, n'était pas impressionné. Certains généraux prussiens préféraient résumer la situation en disant qu'il avait eu beaucoup de chance. Là où Napoléon avait été dur et agressif, croyait-il, ses adversaires s'étaient surtout montrés timides et faibles. S'il affrontait les Prussiens, l'imposture éclaterait au grand jour. Friedrich Ludwig, 1746-1818, prince de Hohenlohe-Ingelfingen, faisait partie de ceux-là. Hohenlohe descendait d'une des familles aristocratiques les plus anciennes d'Allemagne, qui comptait un nombre incalculable de médailles militaires. Il avait commencé sa carrière jeune, servi sous Frédéric le Grand, 1712-1786, l'homme qui avait fait de la Prusse une grande puissance. Hohenlohe avait gravi les échelons et était devenu général à 50 ans, ce qui était jeune pour un Prussien. Pour Hohenlohe, toute réussite ne dépendait que de questions d'organisation, de discipline et de stratégie. Les Prussiens étaient l'incarnation même de toutes ces qualités. Ils s'entraînaient sans relâche pour atteindre une précision mécanique. Leurs hommes étaient de véritables machines. Les généraux prussiens avaient attentivement étudié les victoires de Frédéric le Grand. Selon eux, la guerre était une affaire de mathématiques, l'application de principes universels et intemporels. Aussi, Napoléon était pour eux une tête brûlée corse, menant une armée de brutes indisciplinés. Plus savant et plus intelligent, il n'en ferait qu'une bouchée. Les Français allaient paniquer et se disperser face à la discipline prussienne. Le mythe de Napoléon serait ruiné et l'Europe pourrait enfin retrouver la paix. En août 1806, Hohenlohe et ses généraux eurent finalement ce qu'ils voulaient. Le roi Frédéric Guillaume III de Prusse, lassé des promesses non tenues de Napoléon, décida de lui laisser 6 semaines avant de lui déclarer la guerre une bonne fois pour toutes. Pendant ce laps de temps, il demanda à ses généraux de lui apporter un plan pour écraser le français. Hohenlohe ne pouvait être plus heureux. Cette campagne serait l'apogée de sa carrière. Cela faisait des années qu'il rêvait à la façon dont il allait battre Napoléon. Il présenta son plan à la première réunion stratégique des généraux. L'armée évoluerait avec précision, de façon à se placer dans un angle parfait pour attaquer les Français, alors que ceux-ci s'enfonceraient dans le sud de la Prusse. Une attaque en formation oblique, la tactique favorite de Frédéric le Grand, serait un choc terrible. Les autres généraux, tous au moins sexagénaires, présentèrent leur plan, mais ce n'étaient que de simples variantes des tactiques de Frédéric le Grand. La discussion tourna à la dispute. Plusieurs semaines s'écoulèrent, le roi finit par trancher et décida d'une stratégie qui mit tout le monde d'accord. Un vent d'allégresse balaya le pays. Enfin, on allait revivre les glorieuses années de Frédéric le Grand. Les généraux
réalisèrent que Napoléon connaissait leurs plans. Il avait d'excellents espions. Mais les Prussiens estimaient avoir l'avantage. Une fois leur machine de guerre en marche, rien ne pouvait l'arrêter. Le 5 octobre, quelques jours avant que le roi ne déclare la guerre, les Prussiens eurent vent de nouvelles troublantes. Une mission de reconnaissance avait découvert que des divisions de l'armée napoléonienne, qu'ils croyaient dispersées, se dirigeaient vers l'est, avaient fusionné et se massaient dans le sud du pays. Le capitaine qui conduisait la mission rapporta que les soldats français marchaient avec des sacs sur le dos. Là où les Prussiens se servaient de convois d'approvisionnement excessivement lents, les Français portaient leurs propres provisions et se déplaçaient à une vitesse et avec une mobilité surprenante. Avant que les généraux n'eussent le temps d'adapter leur plan, l'armée napoléonienne obliqua vers le nord, droit sur Berlin, au cœur de la Prusse. Les généraux hésitèrent, tergiversèrent, déplacèrent leurs troupes de ci, de là, ne sachant où attaquer. La panique s'installa. Le roi ordonna finalement que l'on batte en retraite. Les troupes se rassembleraient au nord et attaqueraient Napoléon par le flanc, tandis qu'il avancerait sur Berlin. Hohenlohe serait en charge de l'arrière pour protéger la retraite prussienne. Le 14 octobre, près de la ville d'Iéna, Hohenlohe se trouva enfin face à l'ennemi qu'il rêvait d'affronter depuis tant d'années. Les forces étaient d'un nombre égal, mais là où les Français étaient indisciplinés et désordonnés, Hohenlohe guidait ses troupes en ordre serré, comme un chef d'orchestre. La bataille s'engagea et se poursuivit jusqu'à ce que les Français prennent le village de Wirtzenheiligen. Hohenlohe ordonna à ses troupes de reprendre le village. Dans un rituel datant de Frédéric le Grand, un tambour-major battit la cadence et les soldats prussiens, couleurs au vent, reformèrent leur position en un parfait ordre de parade, se préparant à avancer. Mais ils se trouvaient dans une plaine balayée par les vents, tandis que les hommes de Napoléon étaient postés derrière des murets de jardin et sur les toits des maisons. Les Prussiens se sentaient comme un jeu de quilles face aux tireurs français. Troublé, Hohenlohe arrêta ses soldats et les fit à nouveau changer de formation. Les tambours se remirent en marche. Les Prussiens se déplaçaient avec une précision parfaite, un vrai plaisir pour les yeux. Mais les Français continuaient de tirer et décimaient les lignes prussiennes. Hohenlohe n'avait jamais vu une armée pareille. Les soldats français étaient de vrais démons. Contrairement à ces soldats disciplinés, ils bougeaient chacun selon leur envie, mais il y avait de l'ordre dans ce chaos. Soudain, comme sortis de nulle part, ils chargèrent des deux côtés, menaçant d'encercler les Prussiens. Le prince battit en retraite. La bataille d'Iéna était terminée. Comme un château de cartes, l'ordre prussien s'effondra, les forteresses tombant les unes après les autres. Le roi fuit à l'est. Quelques jours plus tard, plus rien ne restait de l'armée prussienne, autrefois toute puissante. Interprétation. Le problème qu'eurent les Prussiens en 1806 était simple. Ils avaient 50 ans de retard. Les généraux étaient âgés, incapables de réagir rapidement, ils répétaient des schémas qui avaient fonctionné autrefois. Leur armée n'avait aucune mobilité et leurs soldats n'étaient que des automates à la parade. Pourtant, les généraux prussiens avaient eu de nombreux signes avant-coureurs de ce désastre. L'armée n'avait guère été brillante au cours de leur dernier combat, de nombreux officiers avaient prêché la réforme, et surtout, ils avaient eu 10 ans pour étudier Napoléon, ses stratégies innovantes et la vitesse avec laquelle il menait son armée droit sur l'ennemi. Ils avaient la réalité sous les yeux, mais choisirent de l'ignorer. En fait, ils étaient convaincus que Napoléon lui-même ne pourrait renverser une armée telle que la leur. On pourrait penser qu'il ne s'agit que d'une histoire parmi tant d'autres, certes intéressante. Pourtant, nous en suivons tous les tristes pas. Les individus, comme les États, sont souvent bloqués par leur incapacité à voir la réalité, à se confronter aux choses telles qu'elles sont. En vieillissant, on s'ancre dans le passé. Les habitudes prennent le dessus. Une méthode qui a fait ses preuves autrefois devient une doctrine, une carapace qui protège du temps présent. La répétition remplace la créativité.
On a rarement conscience d'agir ainsi, parce qu'il est presque impossible d'avoir du recul sur son propre mental. Puis, un jeune Napoléon croise notre route, quelqu'un qui ne respecte pas la tradition, qui se bat différemment. Ce n'est qu'alors que l'on réalise que notre façon de penser et de réagir est totalement dépassée. Vos succès antérieurs ne sont jamais pleinement acquis. Ce sont peut-être même vos plus gros obstacles. Chaque bataille, chaque guerre est différente. Il ne faut pas croire que ce qui a fonctionné hier fonctionnera aujourd'hui. Il faut savoir se détacher du passé et s'adapter à la réalité. Si vous vous battez comme la dernière fois, ce sera peut-être la dernière fois que vous vous battrez. Si, en 1806, les généraux prussiens, le prince Louis à Saalfeld, Tautzin sur le Dornberg près d'Iéna, Gravert devant Kappelendorf et Ruchel derrière, se jetèrent tous dans le gouffre béant de l'anéantissement en utilisant l'ordre oblique de Frédéric le Grand, ce n'était pas simplement un style qui s'était survécu, mais la pauvreté intellectuelle la plus criante à laquelle ait jamais conduit le schématisme, qui parvint ainsi à détruire l'armée de Hohenlohe comme jamais une armée ne s'autodétruisit sur un champ de bataille. Karl von Clausewitz, 1780-1831, Théorie de la Grande Guerre. La guerre au présent. Miyamoto Musashi était un samouraï qui, du haut de ses 21 ans, avait déjà fait parler de lui et, surtout, de son sabre. En 1605, il fut provoqué en duel. Son adversaire, un jeune homme du nom de Mata Shichiro, venait de la famille Yoshioka, un clan connu pour son maniement du sabre. Plus tôt dans l'année, Musashi avait déjà battu en duel le père de Mata Shichiro, Genzaemon. Quelques jours plus tard, il avait tué le jeune frère de Genzaemon dans un autre duel. La famille Yoshioka avait soif de vengeance. Les amis de Musashi pressentirent le piège dans le défi de Mata Shichiro et proposèrent de l'accompagner. Musashi refusa. Lors de ses précédents combats contre les Yoshioka, il les avait déstabilisés en arrivant avec plusieurs heures de retard. Cette fois, il vint beaucoup plus tôt et se cacha dans les arbres. Mata Shichiro arriva, accompagné d'une véritable petite armée. Musashi serait largement en retard comme d'habitude, dit l'un d'eux, mais cela ne marche plus avec nous. Sur deux, les hommes de Mata Shichiro s'allongèrent et se cachèrent dans l'herbe. Soudain, Musashi bondit de derrière son arbre et cria « J'ai suffisamment entendu, dégaine ton sabre !» D'un seul coup, il tua Mata Shichiro, puis se positionna dans un certain angle par rapport aux autres hommes. Ils se redressèrent d'un coup, pris par surprise, et au lieu de l'encercler, se tinrent alignés. Musashi n'eut qu'à balayer la ligne et tua les hommes les uns après les autres en quelques secondes. Musashi passait désormais pour l'un des plus grands hommes d'épée du Japon. Il parcourut le pays à la recherche de défis intéressants. Un jour, il entendit parler d'un guerrier encore invaincu nommé Baiken qui se battait au kusarigama, une arme composée d'une longue chaîne de métal avec, à l'une de ses extrémités, une boule métallique et à l'autre, une lame courte en forme de faucille. Musashi voulut voir cette arme en action, mais Baiken refusa. La seule façon de la voir, c'était de l'affronter en duel. Encore une fois, les amis de Musashi lui conseillèrent la prudence. Ils le supplièrent de faire marche arrière. Personne n'avait jamais vaincu Baiken, dont l'arme était imbattable. Faisant tournoyer en l'air la boule de métal pour créer de la vitesse, il forçait sa victime à reculer par une charge implacable, puis lui lançait la boule au visage. Lorsque l'adversaire essayait de repousser l'attaque au moyen de son sabre, Baiken profitait de ce bref instant pour le frapper au cou avec la faucille. Musashi ne fit aucun cas des avertissements de ses amis et défia Baiken. Il arriva avec 2 sabres, un long et un court. Baiken n'avait jamais vu ça. Au lieu de laisser Baiken charger le premier, Musashi attaqua, le poussant sur les talons. Baiken hésita à lancer la boule, car son adversaire pouvait parer le coup avec un sabre et le frapper de l'autre. Alors qu'il cherchait une solution, Musashi le déséquilibra d'un coup de sabre court, puis, l'instant suivant,
le frappa de son long sabre, le transperçant de part en part, et tuant ainsi le maître invaincu. Quelques années plus tard, Musashi entendit parler d'un grand samouraï du nom de Sasaki Ganryu, qui se battait avec un très long sabre, une arme de toute beauté qu'il appelait sa perche à sécher. Ce combat serait pour Musashi le test ultime. Ganryu releva le défi. Le duel aurait lieu sur une petite île voisine de la maison du samouraï. Le matin du duel, il y avait foule sur l'île. C'était un combat, et surtout des combattants sans précédent. Ganryu arriva à l'heure, mais Musashi était en retard, très en retard. 1 heure passa, puis 2. Ganryu était furieux. Enfin, on signala un bateau à l'approche. Son passager était à demi allongé, presque endormi, et taillait rêveusement une longue rame de bois. C'était Musashi. Il semblait perdu dans ses pensées et contemplait les nuages. Lorsque le bateau accosta, au lieu du bandeau de tissu rituel, il s'empara d'une serviette sale qui traînait là et la noua autour de sa tête. Il bondit du bateau, la rame à la main. Elle était plus longue que la fameuse perche de Ganryu. Cet homme étrange arrivait au combat le plus important de sa vie avec un bout de bois au lieu d'un sabre et une serviette au lieu d'un bandeau. Ganryu l'interpella. « Es-tu effrayé au point de ne pas tenir ta promesse d'arriver à l'heure » Musashi ne dit rien, mais s'approcha encore. Ganryu dégaina son magnifique sabre et, de colère, jeta le fourreau sur le sable. Musashi sourit. « Sasaki, tu as déjà perdu. »« Moi, perdu? Impossible. » Quel vainqueur sur terre abandonnerait son fourreau à la mer? Rétorqua Musashi. Cette remarque énigmatique fit sortir Ganryu de ses gonds. Enfin, Musashi chargea, visant de son bâton les yeux de l'ennemi. Ganryu leva vivement son sabre pour frapper la tête de Musashi, mais ne parvint qu'à couper son bandeau en 2. Il n'avait jusqu'ici jamais raté un seul coup. Au même moment, Musashi abaissa son sabre de bois et frappa Ganryu au pied. Les spectateurs étaient sidérés. Alors que Ganryu vacillait, Musashi le tua d'un seul coup sur la tête. Puis il s'inclina poliment face aux spectateurs, remonta dans son bateau et partit aussi calmement qu'il était arrivé. À partir de ce jour, Musashi fut considéré comme un homme d'épée sans égal. Interprétation. Si Miyamoto Musashi, l'auteur du traité des 5 roues, gagna tous ses duels, c'est pour une seule et bonne raison. À chaque fois, il savait s'adapter à la stratégie de son adversaire et aux circonstances du moment. Avec Matashichiro, il décida qu'il fallait arriver en avance, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. S'il sut vaincre tout un groupe de combattants, c'est parce qu'il les prit par surprise, bondissant sur ses pieds, alors qu'ils étaient allongés. Puis, une fois leur chef tué, il se plaça de manière à les obliger à le charger de face au lieu de l'encercler, ce qui aurait été beaucoup trop dangereux. Pour ce qui est de Baiken, il le surprit simplement en se servant de 2 sabres, envahissant ainsi son espace et ne lui laissant pas le temps de réagir intelligemment face à cette situation inattendue. Quant à Ganryu, il se débrouilla pour humilier et mettre en colère cet homme imbu de lui-même. Le sabre de bois, l'attitude nonchalante, la serviette sale, la remarque énigmatique, et enfin, le fait de l'avoir visé aux yeux. Les adversaires de Musashi s'appuyaient sur une technique brillante, des sabres superbes et des armes inhabituelles. Au lieu de réagir sur le moment, ils se reposaient sur leur entraînement, sur la technologie, bref, sur tout ce qui avait déjà marché. Musashi, qui avait compris très jeune l'essence de la stratégie, faisait de cette rigidité l'instrument de leur perte. Son but premier était d'identifier et d'accomplir la manœuvre qui surprendrait le plus cet adversaire-là en particulier. Puis, il s'ancrait dans le moment présent.
Ayant réussi à surprendre son adversaire, il observait attentivement, puis répondait par une autre action, souvent improvisée, qui faisait du déséquilibre une défaite. En vous préparant à la guerre, il faut vous débarrasser des mythes et des idées préconçues. La stratégie, ce n'est pas d'apprendre une série d'enchaînements ou d'idées à suivre comme une recette de cuisine. Il n'existe pas de formule magique qui conduise à la victoire. Les idées que vous glanez nourrissent votre terreau. Elles sont là. Ce sont des possibilités et elles inspireront une direction ou une réponse sur le vif. Laissez tomber tous vos fétiches, livres, techniques, formules, armes, et devenez votre propre stratège. Et quand j'ai remporté une bataille, je ne répète pas ma tactique, mais je réponds aux circonstances selon une variété infinie de voies. Sun Tzu, IVe siècle avant Jésus-Christ. Les clés de la guerre. Souvent, en se repassant le film d'une mauvaise expérience, on se répète que si l'on avait dit ceci ou fait cela, l'issue en aurait été autre. Beaucoup de généraux ont perdu leur sang-froid au cœur de la bataille, puis en y repensant, ont trouvé la tactique, la manœuvre qui aurait tout changé. Même le prince Hohenlohe, des années plus tard, comprit comment il avait saboté la reprise de Wirtsen-Heiligen. Mais le problème n'est pas tant que l'on pense trop tard à la bonne solution, non. Le problème est que l'on s'imagine qu'on ne la connaissait pas. Si seulement on avait su, si seulement on y avait mieux réfléchi. C'est précisément l'approche à ne pas avoir. On finit toujours par s'égarer quand on n'est pas dans le moment présent, quand on se laisse distraire par les circonstances. On n'écoute que soi. On ne réagit qu'à des choses qui appartiennent au passé, en appliquant des théories et des idées depuis longtemps digérées, mais qui n'ont rien à voir avec la situation présente. Les livres, les théories et les intellectuels ne font qu'aggraver le problème. Les plus grands généraux, les stratèges les plus créatifs, se distinguent non par leur grande culture, mais par leur capacité à balayer toute idée préconçue pour se concentrer sur le moment présent. On laisse ainsi toute sa place à la créativité et l'on peut saisir les occasions qui se présentent. La culture, l'expérience et la théorie ont leurs limites. Aucune d'entre elles ne peut préparer au chaos de la vie, aux possibilités infinies de chaque instant. Le grand théoricien de la guerre, Karl von Clausewitz, désignait par le terme de friction la différence entre ce que nous planifions et ce qui se produit réellement. Cette friction étant inévitable, notre esprit doit être capable d'admettre le changement et de s'adapter à l'imprévu. Quand on sait s'acclimater aux circonstances changeantes, nos réactions sont beaucoup plus en adéquation avec la réalité. À l'inverse, quand on se perd dans des théories préétablies et des expériences déjà vécues, bien souvent notre réaction n'en est que plus décalée. Certes, il n'est pas inutile d'analyser les erreurs passées, mais il est beaucoup plus efficace de développer sa capacité à penser sur le vif. Il y aura ainsi, a posteriori, beaucoup moins d'erreurs à disséquer. L'esprit est comme le courant d'une rivière. Plus il coule vite, plus il est dans le présent et répond au changement. Il se vivifie et se ressource en énergie. Les idées préconçues, les expériences passées, traumatismes ou réussites, sont les galets et la boue de cette rivière qui s'installent, s'ancrent et finissent par endiguer le flot. La rivière s'arrête de couler et stagne. Il vous faut absolument, en permanence, abattre cette digue. La première étape consiste à prendre conscience du processus et de la nécessité de le combattre. La seconde étape va vous permettre d'adopter quelques tactiques qui vous aideront à rétablir le flot. Réexaminez tous vos principes et croyances. Lorsqu'on demandait à Napoléon quel principe de guerre il suivait, il répondait toujours qu'il n'en avait aucun. Son génie résidait précisément dans cette capacité à s'adapter aux circonstances, à tirer le meilleur de ce qu'il recevait. C'était l'opportuniste suprême. De même, votre seul principe doit être de n'en avoir aucun. C'est courir à sa perte que d'adopter une position rigide en croyant que la stratégie a des lois gravées dans le marbre et des règles intemporelles. Bien sûr,
Les études historiques et stratégiques élargissent votre vision du monde, mais il ne faut surtout pas les ériger en dogmes. Soyez impitoyables avec le passé, avec la tradition, avec la coutume. Déclarez la guerre aux vaches sacrées et au conformisme de votre éducation. D'ailleurs, l'éducation est souvent un problème. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques combattirent les Allemands dans les déserts d'Afrique du Nord, où ils étaient bien entraînés à l'utilisation des chars. Ils avaient même été littéralement gavés de théories à ce sujet. Pourtant, bientôt, les Américains combattirent avec une efficacité égale, voire supérieure au style britannique. Ils avaient adapté leur mobilité à ce nouveau terrain qu'était le désert. Selon le maréchal Erwin Rommel lui-même, chef de l'armée allemande en Afrique du Nord, les Américains profitèrent beaucoup plus que les Britanniques de leur expérience en Afrique, ce qui confirme le proverbe qui dit que l'éducation est largement plus facile que la rééducation. Rommel voulait dire par là que l'éducation balaie les principes ancrés dans l'esprit. Au cœur du combat, un esprit entraîné risque de prendre du retard en s'attachant à ce qu'il a appris et non à ce qui se passe pendant la bataille. Quand on est confronté à une situation nouvelle, mieux vaut souvent se dire que l'on ne sait rien et qu'il faut tout réapprendre. Débarrassez-vous de tout ce que vous pensez savoir, même de vos principes les plus chers. Libérez de l'espace mental et laissez-vous éduquer par votre expérience présente. C'est la meilleure des écoles. Vous développerez ainsi vos propres stratégies au lieu de dépendre des livres et des théories des autres. Effacez les souvenirs de la guerre précédente. Votre précédent combat reste un danger, même si vous en êtes sorti vainqueur. Il est encore frais dans votre esprit. Si vous avez gagné, vous aurez tendance à répéter les mêmes stratégies, car le succès rend les gens paresseux et suffisants. Si vous avez perdu, vous serez peut-être indécis et nerveux. N'y pensez pas. Vous n'avez pas encore la distance et le détachement nécessaires. Faites le maximum pour effacer cette expérience de votre esprit. Pendant la guerre du Vietnam, le grand général nord-vietnamien Vo Nguyen Giap n'avait qu'une règle. Après une victoire, il parvenait à se convaincre que cela avait été en fait un échec. Il ne buvait pas pour fêter la victoire et ne répétait jamais la même stratégie la fois suivante. Il considérait chaque situation dans toute sa nouveauté. Ted Williams, peut-être le plus grand batteur de baseball de l'histoire, s'appliquait à toujours oublier son dernier point. Quelque génial qu'ait été son coup, il était derrière lui, appartenait au passé. On ne joue jamais deux fois de la même façon, y compris contre le même lanceur, et Williams voulait avoir l'esprit libre. Il n'attendait pas le point suivant pour oublier. À peine était-il de retour sur le terrain qu'il se concentrait sur le déroulement du jeu. La meilleure façon de faire place nette du passé et d'oublier le dernier combat est de se concentrer sur ce qui arrive ici et maintenant. L'esprit en mouvement. Chez les enfants, l'esprit ne s'arrête jamais. Ils sont ouverts à toute nouvelle expérience et absorbent un maximum de choses. Ils apprennent vite parce que le monde qui les entoure les passionne. Et lorsqu'ils sont frustrés ou énervés, ils trouvent une nouvelle façon d'obtenir ce qu'ils veulent et oublient vite le problème à la première nouveauté venue. Tous les grands stratèges, Alexandre le Grand, Napoléon, Musashi, se comportaient un peu comme des enfants. La raison en est simple. Les stratèges de haut niveau voient les choses telles qu'elles sont. Ils sont particulièrement sensibles aux dangers et aux opportunités. Dans la vie, rien n'est immobile. Pour s'adapter aux circonstances et aux évolutions d'une situation, il faut avoir l'esprit très libre. Les grands stratèges ne réagissent pas en fonction d'idées préconçues, ils répondent aux circonstances présentes comme les enfants. Leur esprit est toujours en mouvement, ils sont tout le temps excités et curieux, ils oublient facilement le passé. Le présent est bien trop intéressant. Le philosophe grec Aristote définissait la vie par le mouvement. Ce qui ne bouge pas est mort.
Ce qui a de la vitesse et de la mobilité a plus de possibilités, plus de vie. Nous commençons tous avec l'esprit vif d'un Napoléon, mais en vieillissant, avons tendance à passer du côté des Prussiens. Vous pensez peut-être que ce que vous aimeriez retrouver de votre jeunesse est votre forme physique, votre insouciance. Mais ce dont vous avez réellement besoin, c'est de votre liberté d'esprit. Lorsque vous vous surprenez à ne penser qu'à une seule et même idée, à en être obsédé, forcez-vous à passer à autre chose. Distrayez-vous avec de la nouveauté, comme un enfant. Laissez-vous impressionner par quelque chose de nouveau qui mérite votre concentration. Ne perdez pas de temps sur des choses que vous ne pouvez ni changer, ni influencer. Avancez. Soyez dans l'air du temps. L'histoire militaire est ponctuée de batailles, où le passé affronta le futur dans une lutte sans espoir. Ce fut le cas, par exemple, au 7e siècle, lorsque les Perses et les Byzantins affrontèrent les armées invincibles de l'islam avec leur nouvelle forme de combat dans le désert. Ce fut aussi le cas dans la première moitié du XIIIe siècle, lorsque les Mongols firent preuve d'une mobilité meurtrière pour submerger les lourdes armées russes et européennes. De même, en 1806, lorsque Napoléon écrasa les Prussiens à Iéna. À chaque fois, l'armée victorieuse développa un mode de combat qui optimisait une nouvelle forme de technologie ou un nouvel ordre social. Vous pouvez reproduire cet effet à plus petite échelle en vous adaptant à l'ère du temps. Le pressentir et l'anticiper demandent du travail et de l'observation, ainsi qu'une certaine flexibilité pour s'adapter à ces tendances. En vieillissant, il faut régulièrement changer de style. À l'âge d'or d'Hollywood, la plupart des actrices avaient des carrières très courtes. Mais John Crawford a combattu le système et s'est débrouillé pour faire une très longue carrière en changeant régulièrement son style, de la sirène à la femme fatale, en passant par la cult queen. Au lieu de faire preuve d'un sentimentalisme déplacé en se cramponnant à des modes dépassés, elle s'est montrée capable de sentir les nouvelles tendances et de les suivre. En vous adaptant et en changeant constamment de style, vous éviterez les embûches des guerres précédentes. Juste au moment où les gens croiront vous connaître, vous serez un autre. Changez la donne. Le grand romancier russe, Fédor Dostoïevski, souffrait d'épilepsie. Avant chaque crise, il était dans un état second, merveilleux, ayant l'impression d'être en accord parfait avec la réalité, de percevoir le monde exactement tel qu'il était. Par la suite, il était totalement déprimé, comme si cette vision se fondait dans les habitudes et la routine du quotidien. Pour retrouver alors son intime proximité avec le réel, il se précipitait au casino le plus proche et jouait tout son argent. Et ce réel-là le submergeait. Le confort et la routine s'étaient évanouis. Ses schémas éculés s'étaient brisés. Il fallait tout repenser, aller puiser à nouveau à la source de sa créativité. C'était pour lui la meilleure façon de se rapprocher de ce moment d'extase qui précédait les crises d'épilepsie. La méthode de Dostoïevski était un peu extrême, mais il faut parfois se secouer, se libérer du passé. En allant à contre-courant de ce que vous faites communément, en vous plaçant dans des circonstances inhabituelles ou en repartant de zéro. Dans ces situations, l'esprit doit gérer une nouvelle réalité, et c'est comme s'il revenait à la vie. Le changement est inquiétant, mais il est aussi vivifiant, exaltant. À force, une relation finit par lasser parce qu'elle est perpétuellement prévisible. Vous réagissez toujours de la même façon, les autres font de même, et ainsi de suite indéfiniment. Mais si vous réagissez d'une façon nouvelle, vous brisez cette dynamique. Faites-le suffisamment souvent pour que vos relations ne s'embourgeoisent pas et qu'elles s'ouvrent à de nouvelles possibilités. Votre esprit est comme une armée. Il doit s'adapter à la complexité et au chaos de la guerre moderne en devenant plus fluide et plus souple. À son comble, ce nouveau type de guerre devient la guérilla, qui exploite le chaos en faisant du désordre et de l'imprévu une stratégie en soi. L'armée de guérilla ne s'immobilise jamais pour défendre un lieu ou une ville.
Elle gagne en se déplaçant en permanence, en ayant toujours un train d'avance. Impossible pour l'ennemi d'avoir une cible quelconque, puisqu'il n'y a pas de schéma précis. L'armée de guérilla ne répète jamais la même tactique. Elle réagit en fonction de la situation, du moment, du terrain où se déroule le combat. Il n'y a pas de front, pas de ligne de communication ou de ravitaillement, pas de convoi. L'armée de guérilla n'est que mobilité. Ceci doit être votre nouveau modèle. Pas question d'avoir une tactique rigide. Ne laissez pas votre esprit s'installer et s'immobiliser, défendre un espace ou une idée en répétant les mêmes manœuvres automatisées. Étudiez le problème sous des angles différents, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. En restant toujours en mouvement, vous n'offrez aucune cible à vos ennemis. Prenez part au chaos du monde et exploitez-le au lieu d'en être le spectateur passif. Image. L'eau. Elle adapte sa forme au flux, écarte les rochers de son chemin, polit les galets, ne s'arrête pas, ne prend jamais la même forme. Plus elle est rapide, plus elle est claire. Autorité. Certains de nos généraux ont échoué parce qu'ils ont voulu tout résoudre d'après le manuel. Ils savaient que Frédéric avait fait telle chose à un endroit et Napoléon à tel autre endroit. Ils pensaient toujours à ce que Napoléon ferait. Je ne sous-estime pas la valeur de la science militaire, mais qui fait la guerre en obéissant de façon servile à des règles toutes faites échouera. La guerre se renouvelle sans cesse. Ulysses S. Grant, 1822-1885. A contrario, ne jamais avoir une guerre de retard. Quand vous tâchez de vous défaire de cette fâcheuse tendance, sachez que votre ennemi agit de même. Il apprend du présent et s'y adapte. Les pires désastres militaires de l'histoire sont moins liés à un manque de créativité qu'à la certitude de savoir comment l'adversaire va réagir. Lorsque Saddam Hussein, dictateur en Irak, envahit le Koweït en 1990, il croyait les États-Unis toujours en convalescence après le syndrome du Vietnam. Le traumatisme des pertes pendant la guerre du Vietnam avait été très violent, et il pensait qu'ils éviteraient la guerre ou qu'ils se battraient comme précédemment, préférant la stratégie aérienne à la voie terrestre. Il n'a pas réalisé que l'armée américaine était déjà prête pour un nouveau type de guerre. Il ne faut jamais oublier que si le perdant est parfois trop traumatisé pour se battre de nouveau, il peut aussi apprendre de ses expériences et évoluer. Mieux vaut être trop prudent que pas assez. Tenez-vous prêt. Ne laissez jamais l'ennemi vous surprendre. Ce caractère de contingence, propre à l'action de guerre, fait la difficulté et la grandeur de la conception. Sous une apparence de sommaire simplicité, elle offre à l'esprit humain le plus ardu des problèmes, car pour le résoudre, il lui faut sortir des voies ordinaires, forcer sa propre nature. C'est qu'en effet, l'intelligence dont la nature est de saisir et de considérer le constant, le fixe, le définit, fuit le mobile, l'instable, le divers. Bergson nous peint en même temps qu'il l'analyse le malaise de l'intelligence lorsqu'elle prend contact avec la réalité mouvante. Nous sentons bien qu'aucune des catégories de notre pensée ne s'applique exactement aux choses de la vie. En vain, nous poussons le vivant dans tel ou tel de nos cadres. Tous les cadres craquent. Ils sont trop étroits, trop rigides, surtout pour ce que nous voudrions y mettre. Notre raisonnement, si sûr de lui quand il circule à travers les choses inertes, se sent mal à l'aise sur ce nouveau terrain. Charles de Gaulle, Le fil de l'épée, Plomb, Paris, 1971. En réalité, Jomini violente outrageusement les hauts faits de Napoléon. Il les enferme dans un système de conception souvent tout à fait arbitraire qu'il attribue à Napoléon, et il perd ainsi de vue ce qui, en réalité, fait surtout la grandeur de ce général. La hardiesse absolue de ses actes, où, se moquant de toute théorie, il cherche seulement à s'adapter le mieux possible à chaque situation. Friedrich von Bernhardi, 1849-1930, La guerre d'aujourd'hui, traduit par M. Ettard, sous la direction du lieutenant-colonel J. Collin,
Chapelot, Paris, 1913. De la chauve-souris et de la belette. Une chauve-souris, étant tombée à terre, fut prise par une belette, et, sur le point d'être mise à mort, elle la suppliait de l'épargner. La belette répondit qu'elle ne pouvait la relâcher, étant de sa nature ennemie de tous les volatiles. L'autre affirma qu'elle était non pas un oiseau, mais une souris, et fut ainsi remise en liberté. Plus tard, elle tomba une seconde fois et fut prise par une autre belette. Elle lui demanda de ne pas la dévorer, et comme la belette lui répondait qu'elle était l'ennemie de tous les rats, elle affirma qu'elle n'était pas un rat, mais une chauve-souris, et elle fut une deuxième fois relâchée. Voilà comment, en changeant 2 fois de nom, elle assura son statut. Cette fable montre que, nous non plus, nous ne devons pas nous tenir aux mêmes moyens, attendu que ceux qui se transforment selon les circonstances échappent souvent au danger. Ésope, fable, VIe siècle avant Jésus-Christ, traduit par Émile Chambry, Paris, 1927. Je ne lis jamais de traité de stratégie. Quand on combat, on ne prend pas de livre avec soi. Mao Zedong, 1893-1976. Lorsqu'au cours d'un combat qui reste à l'état de mêlée, rien n'avance plus, abandonnez vos idées premières, rénovez-vous en tout et prenez un nouveau rythme. Ainsi, découvrez le chemin de la victoire. Chaque fois que vous jugez qu'entre votre adversaire et vous, tout grince, changez d'intention immédiatement et parvenez à la victoire en recherchant d'autres moyens avantageux pour vous. Il est très important de savoir se rénover dans la tactique de masse. Ceux qui sont perspicaces dans la tactique peuvent juger facilement l'instant de cette rénovation. Réfléchissez-y bien. Miyamoto Musashi, 1584-1645, Traité des Synchros. Il est morbide d'être obsédé par la pensée de vaincre. Il est également morbide d'être obsédé par la pensée de se servir de sa connaissance du métier des armes, ainsi que d'être obsédé par la pensée d'utiliser tout ce que l'on a appris, d'être obsédé par la pensée d'attaquer. Il est également morbide d'être obsédé et de se bloquer sur la pensée de se débarrasser de la moindre de ses maladies. Une maladie ici, c'est un esprit obsédé qui ne se repose que sur une chose. Parce que toutes ces maladies sont dans ton esprit, il faut que tu te débarrasses de toutes pour mettre ton esprit en ordre. Takuan, 1573-1645, Japon. Il n'y a que 2 espèces de plans de campagne, les bons et les mauvais. Les bons échouent presque toujours par des circonstances imprévues qui font souvent réussir les mauvais. Napoléon Bonaparte, 1769-1821, correspondance. L'augmentation. Dans la dialectique des contraires, après la décroissance, le yang se transformant en yin, de la diminution, diminuer en bas pour augmenter en haut, voici la croissance, le yin se transformant en yang, de l'augmentation, diminuer en haut pour augmenter en bas. Cet hexagramme offre des avantages, autre sens de yi. Il est utile de se diriger et il est bon d'affronter les périls en traversant les grandes eaux. Le vent et le tonnerre, augmentation. Ainsi le sage considère le bien qu'il accroît et le mal qu'il corrige. À l'image d'une augmentation réciproque, le vent se déchaîne et la foudre éclate. De même, l'homme sage agrandit ce qui est bien et réforme ce qui est mal. L'augmentation est une amélioration et un épanouissement. Yiking, texte et interprétation, vers 8e siècle avant Jésus-Christ, traduit par Daniel Giraud, Bartilla, Paris, 2003. Ma politique, c'est de ne pas avoir de politique. Abraham Lincoln, 1809-1865. Si l'on pose sur l'eau une calebasse vide et qu'on la touche, elle s'écarte. On peut s'y prendre de toutes les façons possibles, elle ne restera pas au même endroit. L'esprit d'une personne qui a atteint le stade ultime ne reste pas en repos sur quoi que ce soit, ne serait-ce qu'une seconde.
Il est comme une calebasse vide sur l'eau que l'on déplace chaque fois qu'on la touche. Takuan, 1573-1645, Japon. La défaite est amère. Amère pour le simple soldat, mais 3 fois plus pour le général. Le soldat peut se consoler en songeant que, en tout état de cause, il a fait son devoir fidèlement et ponctuellement. Son chef, en revanche, a échoué s'il n'a pas remporté la victoire. Cela était son devoir de le faire. Rien ne saurait s'y comparer. Il repassera en esprit tous les événements de la campagne. À tel moment, songera-t-il, je me suis trompé. À tel autre, j'ai écouté mes peurs alors que j'aurais dû être courageux. Là, j'aurais dû attendre pour me regrouper, au lieu de frapper étourdiment. À tel moment, j'ai omis de saisir l'opportunité qui se présentait à moi. Il se rappellera les soldats qu'il a lancés dans un assaut qui a échoué et qui ne sont pas revenus. Il se rappellera le regard de ces hommes qui lui faisaient confiance. Je les ai trahis, se dira-t-il, et j'ai trahi mon pays. Et il se verra tel qu'il est, un général battu. À l'heure sombre, il se rongera de questions sur la vraie nature de l'homme et du commandement, et là, qu'il n'aille pas plus loin. Car s'il doit de nouveau emmener des hommes à la bataille, il faut qu'il se débarrasse de tout regret, qu'il les piétine, car ils empiètent sur sa volonté et sa confiance en soi. Il doit repousser farouchement ses attaques contre lui-même et éradiquer les doutes, fruits de l'échec. Il doit les oublier et ne garder à l'esprit que les leçons qu'enseigne la défaite, et celles-ci sont plus nombreuses que les leçons qu'enseigne la victoire. William Slim, 1897-1970, Defeat into Victory. Le fait de savoir que l'on est dans une certaine condition, à un certain état, est déjà un processus de libération. Mais un homme qui n'est pas conscient de sa condition, de son combat, essaie d'être quelque chose d'autre que ce qu'il est, ce qui conduit à une habitude. Gardons à l'esprit que nous voulons examiner ce qui est, observer exactement ce qui est vraiment, et en être conscient sans lui donner le moindre biais, sans lui donner une interprétation. Il faut un esprit extraordinairement délié et un cœur extraordinairement malléable pour être conscient de ce qui est et le suivre. Parce que ce qui est bouge constamment, subit en permanence une transformation. Et si l'esprit est fixé à une croyance, à une connaissance, il cesse sa quête. Il cesse de suivre le vif mouvement de ce qui est. Ce qui est n'est pas statique, assurément. Il bouge continuellement, comme vous le verrez si vous l'observez très attentivement. Pour le suivre, vous avez besoin d'un esprit très rapide et d'un cœur souple. 2 qualités déniées à qui a l'esprit statique, fixé dans une croyance, un préjugé, une identification. Et un cœur et un esprit qui sont secs ne peuvent suivre facilement, avec vivacité, ce qui est. Jiddu Krishnamurti, 1895-1986. Chapitre 3. Au cœur de la tempête, gardez la tête froide. La stratégie de l'équilibre. Dans le feu de l'action, on a tendance à perdre la tête. Vous êtes confronté à beaucoup de choses en même temps, contretemps imprévus, doutes et critiques de la part de vos alliés. Il est alors dangereux de répondre en se laissant guider par ses émotions, par la peur, l'angoisse ou la frustration. Il est pourtant vital de garder la tête froide, de ne pas perdre ses moyens, quelles que soient les circonstances. Aux tiraillements émotionnels de l'instant, vous devez opposer une résistance active. Restez ferme, confiant et agressif, quoi qu'il arrive. Endurcissez-vous en vous exposant à l'adversité. Apprenez à vous détacher du chaos du champ de bataille. Laissez les autres perdre leur sang-froid. Que votre solidité vous garde hors de leur emprise et vous permette de maintenir le cap. La tactique hyper-agressive. Le vice-amiral Lord Horatio Nelson, 1758-1805, avait pour ainsi dire tout vécu. Il avait perdu son œil droit au cours du siège de Calvi et son bras droit lors de la bataille de Tenerife. Il avait battu les Espagnols au Cap Saint-Vincent en 1797 et contrecarré la campagne égyptienne de Napoléon en infligeant un échec cuisant à sa flotte lors de la bataille du Nil l'année suivante. Mais aucune de ces victoires
ne l'avait préparé à faire face aux problèmes que lui causèrent ses propres